beaucoup d'être présent et de vous intéresser à ce sujet des drones. Effectivement, on m'a demandé de vous parler des nouvelles compagnies aériennes, des compagnies aériennes d'un nouveau type qui n'opèrent plus d'avions ou d'hélicoptères, mais qui vont opérer des drones civils. Jusqu'à présent, quand vous entendiez le mot drone, vous pensiez à ça. C'est-à-dire un drone de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes qui tire des missiles. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, quand vous entendrez le mot drone, vous penserez à ça. C'est-à-dire un engin qui va être 1000 fois, 10 000 fois plus petit, qui va peser quelques kilos, que vous n'entendrez jamais passer au-dessus de vos têtes parce que c'est électrique, c'est totalement silencieux. Ça fait à peine 2 mètres, 1,50 m d'envergure. Bardé de capteurs également, et ce seront des engins qui sillonneront le ciel pour acquérir de manière massive des grandes quantités d'informations, du big data pour reprendre un buzzword du moment, à vocation industrielle, à vocation agricole, et dans un but d'optimiser des procédés et des productions. Alors voilà, je prendrai évidemment moins de temps que Laurent Alexandre et sa brillante présentation, mais je parlerai de qu'est-ce qu'un système drone, parce que les médias font beaucoup de bruit autour de ça, finalement ça reste assez nébuleux. Je vous expliquerai comment la France, et pour une fois on peut s'en réjouir, a pris un vrai leadership au niveau international sur le drone civil. Elle a pris ce leadership international, la France, grâce à une réglementation assez audacieuse, assez unique, et je vous présenterai en quoi l'administration a permis la naissance d'un nouveau marché, qui est aussi assez inhabituel. J'aborderai les usages industriels et je laisserai la place, je l'espère, à des discussions les plus animées. Alors, le drone civil, on en parle beaucoup. Il faut vraiment le considérer comme un moyen et non pas comme une fin. Un drone, c'est constitué de 3 éléments. En premier lieu, dans un drone, vous aurez un vecteur. Un vecteur, c'est ce qui va emporter une charge utile. Dans ce vecteur, vous pouvez avoir soit un avion, un petit avion, comme vous l'avez vu sur les photos, soit un hélicoptère ou un multicoptère. Le vecteur emporte un capteur technique. Dans le cas des applications industrielles, vous avez une variété de capteurs visibles, infrarouges, même laser. Et l'ensemble vecteur et capteur est piloté par un ordinateur, donc par un robot. Donc on va également retrouver de grands aspects, de grandes discussions liées à la robotique avec des problématiques éthiques également derrière, notamment liées au remplacement du travail de l'homme par la machine. Bon, aujourd'hui, ce système de drone 1 + 2 + 3 est toujours aujourd'hui piloté par un télépilote, par un commandant de bord, parce que la DGAC, les autorités de l'aviation civile, exigent un responsable du vol et un commandant de bord. Pourquoi un drone? Un drone, ça a 3 grands avantages. D'abord, un drone, ça a des avantages de productivité, c'est-à-dire c'est efficace, c'est reproductible. Le drone, c'est un robot volant, et je ne sais pas si vous saviez, mais robot vient du russe travailleur. Donc le drone, c'est un travailleur volant. Le drone doit permettre une réduction des coûts par sa petite taille. C'est une propulsion électrique souvent. C'est beaucoup moins coûteux qu'un hélicoptère qui peut coûter plusieurs milliers d'euros à l'heure de vol. Et puis un drone, c'est plus sûr, c'est-à-dire que c'est une meilleure sécurité. On envoie un robot là où des applications industrielles sont dangereuses pour l'homme. Alors, dans le drone militaire, on utilisait du drone pour les tâches qu'on appelle 3D. Dirty, dull, dangerous. Sale, répétitif, dangereux. Si on transpose ce 3D au monde civil, ça ouvre une palette d'applications qui sont hyper nombreuses, vraiment considérables. Et je pourrais vous en citer, je crois que je les liste régulièrement, je dois en avoir 350 d'applications de drones civils, de la surveillance des feux de forêt, de la mesure de la végétation, de l'inspection des lignes électriques, c'est considérable. Mais le drone tout seul n'a aucun intérêt si jamais on ne couple pas au système de drone de l'analyse de données pour démontrer que le drone capte de l'information utile et rentable. Ce qui fait que lorsque nous, par exemple, je prends le cas de ma société que j'ai créée il y a 18 mois, quand on se retrouve face à une inconnue, une application civile dans le drone, on va devoir résoudre une équation avec 3 inconnues. La première inconnue, c'est l'inconnue de est-ce que c'est réalisable? Est-ce que cette application est techniquement et opérationnellement réalisable? Emmener tel poids à telle distance pendant telle durée, est-ce que c'est faisable? La deuxième inconnue est réglementaire. Est-ce que c'est légal? Parce que c'est difficile de développer une application industrielle à l'échelle internationale si c'est illégal. Et la troisième inconnue est financière. Est-ce que c'est rentable pour nous et puis pour le client? Et ce n'est pas toujours évident, vous allez le voir. Le drone, on en parle parce que le marché est réglementé depuis à peine
2 ans aujourd'hui. La réglementation en France date d'avril 2012. Et en France, on a été un des premiers pays à faire passer une réglementation qui autorise les drones à voler dans l'espace aérien de manière commerciale. Heureusement, parce qu'on est quand même un grand pays aéronautique, donc c'était vraiment une réglementation bienvenue. Cette réglementation a cassé un cercle vicieux. Avant 2012, les utilisateurs demandaient des drones aux constructeurs de drones, qui eux-mêmes se tournaient vers les autorités réglementaires pour demander un cadre pour pouvoir construire des machines certifiées. Et puis les autorités réglementaires se tournaient elles-mêmes vers les utilisateurs en demandant mais quels sont vos besoins. Et ça, ce cercle, il a tourné pendant plus de 10 ans. En avril 2012, la DGAC a établi un texte qui est public, bien évidemment, qui fait une grosse 50aine de pages, qui exactement décrit ce qui est autorisé et puis ce qui reste encore du domaine de l'interdit, mais qui sera bientôt levé, on le verra. Aujourd'hui, cette réglementation, elle a entraîné l'apparition de 3 grands types d'acteurs. Et vous allez retrouver les compagnies aériennes que j'évoquais au début de l'exposé. Le premier type d'acteurs, ce sont les constructeurs de drones. Exactement comme il y a des constructeurs d'avions et les sous-traitants, le marché du drone civil voit apparaître des constructeurs et leurs sous-traitants. Le deuxième type d'acteurs au milieu, c'est notre cas chez Redbird, ce sont les opérateurs de drones. Ce sont les compagnies aériennes de drones, c'est-à-dire qui achètent des drones avions ou des drones hélicoptères et puis qui vont les opérer. Alors on ne vend pas de l'heure de vol, nous on vend de la donnée, exactement comme un fournisseur d'images satellites vend de la donnée satellite, nous on vend de la donnée drone, et on intègre différentes technologies pour pouvoir répondre à des besoins industriels qu'on voit sur la partie droite de la slide, des besoins industriels qui sont donc générés par des clients, de cartographie, d'inspection d'ouvrages, inspection des barrages, inspection des ponts, de mesures industrielles diverses et variées, et puis d'agriculture de précision. Pardon. Alors, voilà les avions et les hélicoptères que des compagnies aériennes de drones comme la mienne opèrent. Vous voyez qu'il y a différents types de drones, que ce soit des voilures fixes ou des voilures tournantes. Et grosso modo, un drone civil, ça fait de 2 à 25 kg. Donc on est vraiment encore très très loin de l'aéronautique traditionnelle qui met en œuvre des engins pilotés qui pèsent plusieurs centaines de kilos, plusieurs tonnes, voire beaucoup plus dans le cadre des gros avions. Ça pose de vrais problèmes de fiabilité. Aujourd'hui, on ne connaît pas la fiabilité des systèmes drones. On sait qu'un Airbus a un taux de panne de 10-8, 10-9, donc c'est extrêmement fiable. Et dans le cas d'un drone, on n'a encore aucun vrai retour d'expérience ou recul là-dessus. Ça pose de sacrés problèmes à la DGAC qui ne sait pas exactement quel est le taux de crash de ces appareils. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Alors, la DGAC, l'aviation civile française, a séparé différents scénarios de vol, selon qu'on vole en zone peuplée ou en zone non peuplée, et selon qu'on vole à vue du drone, enfin le drone est en vue du pilote ou hors de la vue du pilote. La particularité là-dedans, je vais en revenir sur l'avance de la France, c'est que la réglementation est très claire, mais surtout, en France, voilà, on est le premier pays au monde à avoir autorisé ce qu'on appelle le scénario S4, où on a le droit d'envoyer un drone hors de la vue de l'opérateur sur plusieurs dizaines de kilomètres. Alors pour les militaires, c'est de la rigolade, si vous me passez l'expression. Les militaires envoient toujours des drones à plusieurs kilomètres, dizaines, milliers de kilomètres. Mais dans le cadre du monde civil, ici, on est limité à maximum 2 kilos. Donc envoyer un avion qui fait quand même la taille d'une maquette sur une distance qui est l'équivalent de Paris à Versailles, et le faire revenir de manière automatique et sécurisée, c'est quand même un saut technologique assez intéressant. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes applications industrielles si vous êtes en vue du pilote ou si vous êtes en train de faire de la longue distance et des grandes surfaces. Alors, il y a quelques contraintes quand même. Ce n'est pas demain où vous verrez un drone se promener tout seul au-dessus de votre jardin ou chez vous. Il y a des zones interdites aux drones. Je prends juste 3 images pour illustrer le cas. Ici, vous avez un aéroport symbolisé par une piste d'avion au centre. Il est interdit de rentrer dans tout l'espace qui est au milieu de la piste. Vous voyez que jusqu'à des distances de 10 km, c'est réglementé. Donc on ne s'approche pas, grosso modo, à moins de 10 km d'un aéroport quand on est un drone. Voilà ce que ça entraîne comme contrainte. C'est une image qui vous montre l'espace aérien interdit aux drones sur Paris. À chaque fois que vous voyez du rouge, c'est qu'il y a une zone interdite aux drones. Donc, normalement, si vous voyez un drone se balader en sortant, là, il n'y a rien à y faire. Il y a d'ailleurs certaines personnes, récemment un lycéen sur Nancy, qui a eu affaire avec la justice pour ce genre de problématiques. Donc, il vaut mieux aller opérer quelque part dans la Creuse. Il y a quand même beaucoup moins de problématiques. L'inconvénient, c'est que dans la Creuse, il y a aussi moins de structures industrielles et donc il y a moins de marché.
Donc vous voyez que là, il y a un petit équilibre qui doit être trouvé entre la réglementation qui doit autoriser certains cas d'utilisation du drone, tout en respectant la sécurité par rapport aux biens, par rapport aux personnes au sol et par rapport aux aéronefs en vol. Alors, cette réglementation des drones est en train de s'allumer, de s'ouvrir dans tous les pays du monde, les uns après les autres. On n'était pas le premier pays en France, je crois que c'était l'Australie en 2002, suivi ensuite par le Canada, l'Angleterre en 2010. Il y a des pays qui ont annoncé leur intention de mettre en place un texte, et donc ce sont les pays que j'ai ici illustrés en orange, je parlerai des États-Unis, et puis il y a des pays pour lesquels il n'y a pas de réglementation connue, en tout cas à ce jour, qui sont des pays dans lesquels chacun opère à ses risques et périls. Il est certain que la réglementation génère l'apparition d'un marché. Et pourquoi est-ce que ce petit graphique, ce dessin est intéressant? C'est qu'aujourd'hui, la France, on est le pays avec le plus d'opérateurs de drones au monde. Je crois que, voilà, comme vous le voyez sur ce graphique, qui montre la progression du nombre d'acteurs en France, on a aujourd'hui plus de 650 sociétés qui se sont déclarées comme opérateurs de drones, qui ont des drones, qui ont des pilotes, qui ont des certifications, des assurances pour ça. Et ces sociétés opèrent environ 2000 drones. Donc on est encore très très loin d'avoir un espace aérien congestionné, occupé, suroccupé par du drone. Pour autant, avec pas loin de 2000 télépilotes, qui est une estimation cohérente, c'est un secteur de PME, on est le pays avec le plus d'acteurs au monde. Loin devant l'Angleterre, où il y en a 200, loin devant des pays comme le Canada ou l'Australie, qui ont environ une centaine de sociétés, et puis très loin devant les États-Unis, qui, aujourd'hui encore, n'ont aucune société qui est autorisée à opérer des drones commercialement. Donc ils n'ont pas d'opérateurs de drones. Donc on a la France et l'Europe, la France en particulier, hein, une vraie avance sur les États-Unis. Je reviens à la première image du drone militaire. Ce n'est pas interdit aujourd'hui de dire qu'on a totalement raté la France, le virage du drone militaire, malgré la présence d'Airbus, Sagem, Safran, Dassault. On a été obligé d'acheter des drones américains récemment. Dans le drone civil, c'est exactement l'inverse qui se passe. La France a un certain leadership. On le discutera peut-être en fin de présentation. Alors ces 650 acteurs, ils ne travaillent pas tous dans le même domaine. La majorité d'entre eux travaillent dans l'audiovisuel. Ce sont des drones pour les médias, pour l'événementiel, des drones que vous verrez sur le Tour de France très probablement en juillet. Et puis pour une petite minorité d'entre eux, mais c'est là où se trouve le gros du potentiel, c'est du drone industriel, du drone pour la SNCF, du drone pour EDF, pour l'agriculture, pour la construction. Voilà les grandes applications. On peut les diviser en trois grandes applications. Soit du drone pour les grands réseaux d'infrastructures linéaires, le rail, la route, l'électricité, le gaz, le pétrole, les voies fluviales, Veolia même pour l'inspection des conduites d'eau enterrées, du drone pour la construction et les travaux publics, puis le secteur des carrières, qui est un secteur connexe, où on utilise le drone pour faire de la modélisation 3D des chantiers et pouvoir analyser le suivi du chantier, et puis du drone pour l'agriculture et l'environnement, qui est un secteur qui utilise déjà du satellite depuis 15 ans et qui va utiliser le drone en complément ou en remplacement du satellite. Et il y a même des applications assez étonnantes du drone pour faire de l'épandage agricole. Il faut savoir qu'au Japon, Yamaha a développé un drone qui fait 100 kg, ça fait quand même un drone qui fait 3,60 m d'envergure, et ce drone, en l'espace de 20 ans, a remplacé 95% du travail aérien par hélicoptère. Il y a 14 000 agriculteurs qui, en 20 ans, ont été formés à l'utilisation de ce drone. Imaginez, vous, un agriculteur avec ses bottes dans son champ, utilisant un drone. C'est assez intéressant de voir comment la technologie drone, petit à petit, va infuser dans tous les secteurs industriels et techniques jusqu'à l'agriculteur. Voilà. Et en France, on a une grande chance, au-delà d'être un pays avec une réglementation, avec des acteurs, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui, en France, ont utilisé le drone en 2013 et en 2014. Et c'est très précieux, parce qu'il faut que les utilisateurs industriels testent l'outil, soit via des prestataires, soit en direct, pour juger de la pertinence de l'outil par rapport à leurs besoins. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tous ces gens, dont des très grandes sociétés, Total, GRDF, EDF, Bouygues, ont utilisé le drone, ont vu les capacités du drone et s'apprêtent petit à petit à passer à une échelle industrielle. On va passer de 2012, qui était l'année de la réglementation, à 2013-2014, qui étaient les années de l'expérimentation, jusqu'à 2014-2015, qui est ce qui nous attend devant nous, qui seront les années de l'industrialisation du drone. Et là, on parlera d'un vrai marché, générateur d'emplois, générateur de croissance et d'innovation. Donc il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont être développés autour de cette technologie drone, de la dronautique, comme on l'appelle parfois. Il y a le métier d'opérateur.
qui s'occupent du pilotage, qui s'occupent d'acquérir des données, de les interpréter, de les stocker. Il y aura évidemment des data centers dédiés pour stocker les données issues du drone. Je ne sais pas si vous savez, mais puisqu'on parle de données issues du drone, les Américains ont rapatrié leurs drones Predator et Global Hawk, qui sont des très très grands drones, depuis les théâtres afghanistans et irakiens jusqu'aux États-Unis. Et en ce moment, ne sachant pas trop quoi en faire, ils les font voler au-dessus de la frontière mexicaine pour surveiller la frontière mexicaine. Et donc ces drones capturaient des très très grandes quantités de vidéos, de photos, d'informations, et des quantités tellement importantes qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de les faire voler parce qu'ils ne savaient pas comment traiter, analyser la donnée. Il y avait beaucoup trop de quantité de données et on ne savait pas quoi en faire. Donc il y aura vraiment des métiers qui se développeront autour de cette donnée drone. Des fournisseurs de drones, des constructeurs de drones vont inventer des nouveaux outils. Ce sera de l'ingénierie, de la production et de la maintenance. Et puis au niveau des donneurs d'ordre industriels, il y aura aussi des nouveaux usages, des nouveaux métiers qui vont se développer. Les États-Unis ont fait une étude et ils ont estimé que 70 000 emplois seront créés après l'apparition de la réglementation aux États-Unis, qui sera normalement en 2015. Donc il y aura 70 000 emplois créés entre 2015 et 2018. Et aujourd'hui, on peut envisager que la France crée entre 5 000 et 7 000 emplois à moyen terme, c'est-à-dire d'ici environ 3 ans. C'est quand même assez satisfaisant d'avoir des secteurs en France, malgré la crise, où on peut créer de l'emploi et innover. Puis il y a des nouveaux usages, pour reprendre un peu un point de vue un peu plus haut, et pour aussi rebondir avec la présentation précédente. Le drone, c'est vraiment un nouvel outil, je le disais au début, qui s'inscrit dans une certaine évolution technologique et sociologique. Donc il va falloir réfléchir à l'automatisation et au fait de déléguer du travail industriel aujourd'hui des hommes vers les robots, notamment pour certaines tâches aujourd'hui dangereuses et répétitives, mais demain de moins en moins dangereuses et de plus en plus communes. Il y a aussi des nouveaux usages qui vont se développer autour du contrôle à distance, c'est-à-dire l'interaction entre la machine et l'humain, et puis la détection automatique par la machine de certaines informations. Et puis le drone se place totalement dans la révolution numérique, informatique, qui est loin d'être terminée. Aujourd'hui, le drone surfe sur 3 industries qui se développent très fort, que sont l'informatique, la robotique et l'aéronautique. Et l'industrie du drone est au cœur de ces 3 industries. Voilà, donc en prospective, il y aura forcément du développement de nouveaux drones, de nouveaux vecteurs, de nouveaux capteurs, de nouveaux traitements d'images. Certains développements étant plus liés aux opérateurs à droite, comme c'est notre cas chez Redbird, et d'autres plus liés aux constructeurs, qui sont nos propres fournisseurs. Et la fiabilité s'améliorant tous les mois, la réglementation va aussi évoluer pour autoriser de plus en plus le vol des drones dans tous les scénarios. Pour aller peut-être vers des applications qu'on peut qualifier de totalement futuristes, que sont la livraison de colis, comme Amazon l'a annoncé il y a à peu près 6 mois, juste avant Noël, en faisant au passage un très beau coup de pub. Faut que vous sachiez quand même que la logistique par drone, ça existe déjà, pas ici, mais les Américains livrent des munitions et du ravitaillement par drone aux bases avancées en Afghanistan, en envoyant des Kamax, qui sont des hélicoptères de 2 tonnes, qui ont été dronés et qui emportent 500 kg de charge pour aller livrer à 50 km de distance du matériel aux bases avancées. Voilà. Dans tout ça, je voudrais juste peut-être évoquer quelques discussions, quelques sujets autour de notre place au niveau international. On est certes un secteur de petite structure. Chez Redbird, on est une petite vingtaine de personnes. L'effectif moyen des PME du secteur, c'est 4-5 personnes. On a quand même, malgré ça, une place de leader international par le nombre d'acteurs, par la culture, les technologies aéronautiques, par les donneurs d'ordre qui ont testé le drone. La SNCF, EDF, on en a beaucoup parlé, ce sont 2 grands moteurs. Mais c'est clair qu'on ne construit pas un secteur industriel sur 650 TPE ou 650 auto-entrepreneurs. Donc il est nécessaire que des sociétés se financent, absorbent d'autres sociétés, fassent de la croissance organique et de la croissance externe. Et puis, il est absolument essentiel que la réglementation ne s'arrête pas là. Je ne le citais pas en début de réunion, enfin, au début de discussion, mais au-delà de cette casquette de chef d'entreprise que j'ai en tant que dirigeant de Redbird, j'ai aussi créé, il y a 1 an aujourd'hui, quasiment, une association qui s'appelle la Fédération professionnelle du drone civil, dont je suis le président cette année en tout cas, qui est l'interprofession du drone et qui a rassemblé 300 constructeurs et opérateurs de drones dans le but d'agir comme lobby et comme interlocuteur de référence vers la DGAC. Donc on a la très ferme intention de jouer un rôle prépondérant pour l'évolution du secteur au niveau international.
Voilà, j'espère que ça laisse la place à des questions. Merci pour votre attention, et puis je suis disponible pour discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre intervention. J'étais un tout petit peu surpris par ce que vous expliquiez sur l'absence de réglementation aux États-Unis, dans la mesure où, en tout cas, à ma connaissance, il y a déjà des sociétés de la Silicon Valley qui développent du logiciel, non pas pour piloter des drones, mais pour architecturer des missions embarquant un certain nombre de drones et qui s'occupent, si ma mémoire est bonne, c'est une boîte dont j'ai plus le nom, mais qui est financée par Jeff Clavier et Softec VC. Et qui a pour but d'organiser les missions, donc de réserver la capacité de drones disponibles. Vous leur dites j'ai besoin d'épandre sur un champ, et en fonction des drones disponibles, ils en choisissent une demi-douzaine, ils architecturent la mission, ils déploient sur chacun des drones les ordres individuels qui leur reviennent, ils assurent la cohérence de la mission et le rapatriement. Donc comment est-ce que c'est possible d'envisager ça alors que la réglementation n'est pas prête? Est-ce qu'ils ont juste pris de l'avance ou est-ce que ça va arriver très vite? Okay. Merci pour cette question. C'est vrai qu'il faut s'attarder un petit peu à ce que j'ai dit sur les États-Unis. Premièrement, ce que vous décrivez reste de l'ordre du dessin. Ce n'est pas encore une réalité. C'est un concept, c'est une vision, une société est créée, une société est financée, mais elle n'opère pas selon le mode que vous venez de décrire. Deuxièmement, le mode d'opération que vous venez de décrire, à savoir la réservation d'un drone dans un parc de drones existants qui va se déplacer pour faire une mission, c'est un concept réaliste. Je ne dis pas réel, c'est-à-dire qu'il n'est pas actuel, mais il est réaliste. Et il y aura demain, effectivement, des sociétés qui feront quelque part du brokerage de drones, exactement comme des sociétés font du brokerage d'avions. Exactement comme des sociétés font du leasing d'avions, demain des sociétés font du leasing de drones. Et le secteur du drone va se structurer un peu comme l'aéronautique s'est structurée, ça a mis 100 ans. Troisièmement, sur la place des Américains. C'est très clair, la FAA, la DGAC américaine, interdit strictement le vol de drones à usage commercial. Mais énormément de sociétés se sont créées aux États-Unis qui fabriquent des drones et qui opèrent des drones commercialement, qui en font du chiffre d'affaires, sans le dire à personne, souvent vraiment sans trop le dire, parce qu'il y a eu des cas jugés, il y a eu des cas de condamnation, d'amende aux États-Unis, mais le secteur du drone aux États-Unis existe, il y a déjà des boîtes financées. Google a racheté Titan, qui était un fabricant de drones, donc c'est faux de dire que rien ne se passe, c'est juste que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas structuré, et aujourd'hui, il y a un vrai blocage pour que le marché américain se développe. L'ancien CEO de Wired, ou rédac chef, c'est Chris Anderson, et a quitté Wired pour monter 3D Robotics, qui fait déjà 40 millions de chiffre d'affaires, quelques années à peine après la création. Et 3D Robotics fabrique des drones, fabrique des autopilotes. Donc il y a déjà un marché qui commence à se développer. En France aussi, on a tout un pan de notre activité qui est un pan non déclaré. Moi, je l'estime à peu près x2. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 650 opérateurs déclarés, il y a à peu près 600 opérateurs non déclarés. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis, le jour où la réglementation passera, se développeront à toute vitesse parce qu'ils se seront déjà préparés, que les financements seront beaucoup plus importants chez eux, leur capacité d'innovation et d'aller vite sera beaucoup plus importante que la nôtre, et je prédis déjà qu'on se fera rattraper en quelques mois. Mais on a encore un an et demi pour prévoir le coup. Et qu'est-ce qui bloque dans la réglementation américaine ? Alors, c'est tout simplement le fait que la réglementation américaine considère en fait, les Américains considèrent qu'ils ont l'espace aérien le plus difficile du monde, c'est-à-dire le plus congestionné, le plus complexe, le plus occupé. Ce qui permettait, enfin, moi je suis pilote d'avion, permettez-moi d'en douter quand on vole autour de Paris. Peu importe. Aujourd'hui, la FAA considère qu'elle, n'ayant pas les statistiques et les modes opératoires pertinents pour opérer des drones, elle préfère clouer tout le monde au sol et leur interdire de voler. Sauf dans 6 États qui ont été désignés, enfin 6 zones test dans 6 États qui ont été désignés il y a 6 mois maintenant, dans lesquels il est possible de faire voler des drones civils à seul usage expérimental. Donc vous voyez, c'est quand même deux visions très intéressantes. La DGAC ne savait pas à quoi s'attendre et a fait passer une réglementation, certes imparfaite, en disant voilà la réglementation, on verra bien ce qui se passera. Et la DGAC adopte une politique des petits pas. Nous, on la pousse pour en faire beaucoup, mais ça reste une politique des petits pas. Aux États-Unis, ils réfléchissent longuement et ils espèrent pouvoir mettre en place une réglementation qui, d'ici un an et demi, autorisera tous les scénarios. Donc là, c'est carrément faire le texte parfait d'un seul coup. Voilà. Bon, est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est la question, mais c'est quand même intéressant de voir deux visions qui s'affrontent.
Merci. Et vous avez parlé de Titan qui a été racheté par Google. Et est-ce qu'en France, il y a des expériences similaires de drones qui volent 20 km? Il y a des compagnies qui se spécialisent dans ce domaine-là. Et est-ce que la réglementation dit quelque chose à propos de ces drones-là? Oui. Alors les drones que Google a rachetés, ils font quand même plusieurs centaines de kilos. Hein, c'est Titan Aerospace. Ils ne volent pas encore. Hein. C'est aussi de l'ordre du dessin. C'est ce qu'on appelle aussi des pseudo-satellites. C'est-à-dire des drones destinés à voler à en gros 20 km d'altitude, donc 10 km au-dessus des avions de ligne, qui vont rester plusieurs semaines en l'air, souvent en propulsion électrique ou solaire, et remplacer quelque part, ils sont vraiment à l'interface entre les avions et les satellites. Alors oui, en France, il y a des pseudo-satellites. On a un projet qui s'appelle Zephyr, qui est mené par Astrium, par Airbus en l'occurrence, hein, maintenant Airbus Group, et qui est un drone qui vole déjà. Donc c'est aussi amusant de voir, certes Google a racheté Titan et a fait beaucoup de bruit autour et ça a enflammé la blogosphère, voilà, mais Airbus a déjà des pseudo-satellites depuis déjà plusieurs années qui sont développés à l'échelle européenne, en France et en Angleterre notamment, mais dont on ne connaît pas encore précisément les usages. Ces drones-là, ils ne sont pas aujourd'hui autorisés dans l'espace aérien. Et il faudra vraiment voir, parce que vous aurez quand même, certes c'est 20 km de hauteur, mais ça pèse 300 kg à 20 km de hauteur. S'il y a une panne, il tombera de 300 km, de 20 km. Donc, mais ce qui est certain, c'est que ces pseudo-satellites, on les verra dans les prochaines années dans l'espace aérien, soit pour de la transmission de données, ça c'est le projet de Google de pouvoir apporter la connexion Internet partout, soit pour de l'acquisition de données, avec des caméras assez puissantes qui iront capter l'information. Donc le réglementateur n'a pas... Non, pas de réglementation sur ces drones-là actuellement. On est vraiment au tout début. Hein. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Une assez simple, hein, c'est comment se passe le conflit entre les drones et l'aéronautique? C'est vraiment des couloirs différents. Et deuxième question, donc là, c'est, je voulais savoir, est-ce que c'est prévu, enfin, en tout cas, c'est à l'état de recherche, tout ce qui est transport de personnes civiles par drone? Alors pour votre première question, sachez que tous les drones civils, dans l'état actuel de réglementation, ne dépassent pas 150 mètres de hauteur, 500 pieds. Donc à 150 mètres de hauteur, vous n'avez pas beaucoup d'avions et pas beaucoup d'hélicoptères. Il y en a quelques-uns, c'est très rare, c'est quelques hélicos du GIGN, quelques hélicos de travail aérien, mais c'est très rare. Donc aujourd'hui, les drones, ils sont vraiment ségrégés par rapport aux avions. On parle de quasi-ségrégation. En gros, un drone ne dépassant pas 150 mètres ne rencontrera pas d'avion. Mais il y a un vrai sujet, hein, je vous l'accorde, entre le partage de l'espace aérien et il y a des pilotes, hein, voire des syndicats, le syndicat de l'hélicoptère notamment, qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée du drone et le nécessaire partage aérien qu'il va falloir recréer. Aujourd'hui, la SNCF est en train d'évoquer ce qu'ils appellent des tubes ferroviaires, c'est-à-dire en gros des couloirs aériens juste au-dessus des voies ferrées pour les drones. Donc comme il y a des couloirs aériens pour les avions, il y aura des couloirs aériens pour les drones. Voilà. Pardon pour votre deuxième question, est-ce que vous pourriez juste me la rappeler parce qu'elle était intéressante aussi? Mais... Oui. Je me demandais en fait par rapport au transport aérien de personnes civiles. Ok, alors posez-vous la question quand vous êtes dans un avion, dans un Airbus, dans un Boeing, quand vous partirez de Roissy ou d'Orly, qui pilote? Et en fait, si vous allez poser la question commandant de bord, vous verrez qu'aujourd'hui, un A380 ou un A320, que sais-je, c'est un drone avec un pilote à bord. Aujourd'hui, tout est automatisé dans un Airbus, dans un Boeing, même l'atterrissage. Donc, je veux dire, techniquement, c'est largement possible d'envoyer demain quelqu'un dans un drone pour faire du transport. La question maintenant, ça va être la barrière psychologique et éventuellement la barrière réglementaire. Mais on est encore loin de tout ça. Alors vous savez qu'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait 4 personnes dans un avion, hein. Pilote, copilote, radio, mécano. Alors le mécano, on l'a enlevé, on l'a mis au sol. Le radio, finalement, c'est le copilote qui le fait. Et maintenant, il reste 2 personnes. Et il y a beaucoup de sociétés qui se battent pour qu'il ne reste plus qu'une seule personne dans l'avion parce que ça coûtera moins cher. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il n'y en aura plus. Voilà. Oui, je voulais savoir quelles sont les modifications dans la réglementation que vous attendez dans les prochains mois pour fluidifier votre travail. Alors, ça va être un peu comme les Jeux Olympiques. Hein, ça va être plus loin, plus lourd, plus haut, grosso modo. Plus loin parce qu'on voudrait que les distances évoluent, qu'on puisse envoyer des drones plus loin de l'opérateur. Notamment quand ils pèsent un certain poids, aujourd'hui c'est limité à 100 mètres max. On voudrait aller à plusieurs centaines de mètres.
Plus lourd, c'est des drones. Aujourd'hui, on est très limité selon les scénarios, maximum 2, 4 ou 25 kg. On espère que demain, on pourra envoyer des drones un peu plus lourds. Et puis éventuellement plus haut, mais ça c'est un cas particulier, parce qu'aujourd'hui l'essence du drone c'est quand même de rester à basse altitude. Le capteur est relativement petit, donc pour que la précision de la donnée soit intéressante, il faut voler très bas. Le dernier type d'évolution, c'est qu'on aimerait bien que les drones puissent s'interfacer mieux avec le trafic aérien. Donc il y a des discussions, se rapprocher un peu plus proche des aéroports ou rentrer dans des zones contrôlées. Mais aujourd'hui, un contrôleur dans sa tour, il a des points sur son écran qui représentent les avions. Pour pouvoir avoir un point qui représente un drone, il faut emporter un transpondeur, mais un transpondeur pèse lourd, prend de l'énergie. Donc quand est-ce qu'on aura des mini-transpondeurs à bord des drones, c'est la question. Mais bon, c'est comme Laurent Alexandre, il n'y a pas de barrière technologique ici. En termes de métier pour les opérateurs de services, en pratique, quel type de formation va être recherché par les opérateurs et est-ce qu'il va y avoir des formations qui vont se créer spécifiquement pour ce genre de métier? Oui, excellente question. Vous voulez parler, je pense, de la formation des télépilotes, des opérateurs de drone, des télépilotes. Il n'y a pas aujourd'hui de licence de pilote de drone, tout comme il y a une licence de pilote d'avion, pilote privé ou pilote... Attendez, alors il n'y a pas de licence de pilote de drone. Il n'y en a pas. Je peux vous en parler en connaissance de cause parce que la fédération qu'on a créée a remis à la DGAC un rapport de 50 pages justement préconisant de mettre en place une formation unifiée au moins à l'échelle nationale pour donner justement de la cohérence à un secteur justement formation qui fourmille. Et aujourd'hui, il y a environ, je sais pas, 15-20 sociétés qui proposent des formations de drones. Elles sont probablement toutes très sérieuses, mais chacune a fait son programme. Alors il y a juste un point commun dans tout ça, c'est la formation théorique, c'est la formation de pilote du LM. Mais il y a plein de choses dans la formation de pilote du LM qui ne sont pas pertinentes pour la théorie du drone, et puis il y a des choses qu'il est important de connaître pour le drone qui ne sont pas présentes dans la formation théorique ULM. Voilà. Ensuite, il y a des débats au sein de la DGAC, des partisans d'un brevet d'État, exactement comme du PPL ou du CPL, enfin des pilotes d'avion. Et puis il y a des partisans de préconiser, de mettre en place juste une recommandation pour un programme unifié, sachant que mettre en place un brevet d'État, ça entraîne des coûts et des ressources dans une administration qui est en train d'être aussi, comme toute administration, un peu revue, et il y a des baisses d'effectifs. Voilà. Mais oui, demain, il y aura des télépilotes, des formateurs de télépilotes. Effectivement, c'est un nouveau secteur. Merci beaucoup. Merci Manuel.